Hey salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un retour sur la trilogie War for Cybertron. Je trouve que ces trois gammes ont apporté quelque chose d'absolument énorme à la franchise, notamment du coup aux côtés des jouets, parce que niveau série, on va pas se mentir que c'était vraiment mauvais. Et j'ai envie de revenir dessus et de parler de tout ce que la série a fait de bien et de mal, parce que maintenant que c'est vraiment terminé, j'ai envie de parler de la trilogie War for Cybertron. Donc on va commencer avec les quelques points négatifs. J'ai vraiment cherché à trouver beaucoup de points négatifs, étant donné que j'ai toujours envie d'être le plus réaliste possible, donc j'ai pas envie d'être trop gentil, mais j'ai pas réussi à en trouver beaucoup. Le premier point négatif que je pourrais trouver dans la trilogie War for Cybertron, c'est les nombreux exclusifs. Alors bien sûr, pour Earthrise et Kingdom, c'est à peu près normal, surtout pour Earthrise, dont toute une vague a été enlevée parce qu'il y a eu évidemment la pandémie, et donc forcément ils n'ont pas pu tout sortir, donc il y a eu pas mal d'exclusifs pour rattraper le coup. Mais c'était déjà le cas avec Siege. Et oui, dans Siege, il y a eu quelques exclusifs, quelques packs qui ont été faits, qui étaient vendus seulement sur certains magasins, en ligne, et en plus on a eu pas mal de selects, étant donné que c'est avec la trilogie War for Cybertron que les selects ont vraiment explosé et ont pris une place beaucoup plus importante. Je rappelle justement qu'il n'y a eu que 2 Generation Selects qui ont été faits pendant Power of the Prime, il s'agit de Red Swoop et Ricochet à partir de Jazz. Et avec Siege, Select a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur et donc c'est à cause de ça en partie qu'il y a eu plus d'exclusifs. Même si avec Siege il n'était pas trop difficile à avoir, avec Earthrise c'était très compliqué. Parlant de figurines difficiles à avoir, ça a aussi rendu quelques personnages très difficiles à avoir pendant la trilogie. Je pense notamment au Coneheads, dont Frost devait sortir de façon régulière, mais au final il est sorti peut-être en 10 exemplaires dans le monde entier. Je pense également à Terrorzor, Golden Disc, Kingdom, qui donc n'a pas été très bien distribué en France. Mais il y a également Ratchet, qui a eu quand même 2 versions, la version Siege et la version Earthrise Galactic Odyssey, mais aucune des deux n'a vraiment été facile à avoir, ce qui fait que si on veut un Ratchet maintenant, il faut attendre un repaint du Studio Series 86 Ironhide. Et ça fait que malgré quelques points dont on parlera plus tard, qui étaient positifs, ça rend la collection un peu difficile à compléter, et c'est vraiment dommage. Ensuite, je peux aussi parler de la séparation de la gamme entre la trilogie War for Cybertron et les Studio Series 86. Les Studio Series 86 ont commencé avec Kingdom, la troisième gamme de cette trilogie, et ont repris des personnages du film de 86, évidemment. Et quelques-uns de ces personnages se sont retrouvés à être faits dans Kingdom, plutôt que dans Studio Series, et inversement. C'est ainsi que Galvatron et Cyclonus sont sortis dans Kingdom, alors que Scourge est sorti dans Studio Series. Quelque chose d'assez bizarre, mais qui au final ne change pas trop avec les gammes Generations, Classics, et tout ça, tous les trucs d'avant 2010 qui sortaient un petit peu dans des gammes différentes, mais qui étaient faites pour aller ensemble. Et sachant qu'en France on a une différence de prix entre les Studio Series et les Generations, pour classe égale et à magasin égal, ce qui est toujours bizarre, ça rend les collections un peu difficiles à avoir et les distributions ne sont pas du tout les mêmes. En plus, comme je l'ai dit dans ma review de Perceptor Studio Series 86, les styles ne sont pas toujours cohérents. Le style des Generations a beaucoup évolué entre les Siege et les Kingdom, et avec les Studio Series 86 qui se rapprochent encore plus de l'animation que ne l'ont fait les Kingdom, qui sont donc très loin des Siege qui eux ont beaucoup de détails partout, ça fait que la collection n'est pas très homogène, et c'est un peu dommage. Et enfin dans le dernier des points négatifs, mais c'est un petit peu moindre, ce sont les repacks, qui auraient pu ne pas avoir lieu, tout simplement. Nous avons eu par exemple Wheeljack et Arcee dans Kingdom, qui étaient juste des repacks de leur version Earthrise. Alors c'est vrai que Arcee, étant sorti dans la vague 2 de Earthrise, était un petit peu compliqué à avoir. Mais déjà, à y regarder maintenant, sachant qu'on a une meilleure Arcee qui sort en Studio Series 86, c'est un peu dommage d'avoir eu 2 fois plus de chances d'avoir Arcee que d'avoir d'autres personnages comme par exemple Smokescreen, ou encore Blue Streak Earthrise qui a été quasiment impossible à trouver. Mais pour Wheeljack, qu'on a eu de façon très facile un peu partout, en France et aux États-Unis, je ne comprends toujours pas pourquoi l'avoir ressorti. Il y a aussi quelques repacks de Battlemaster, mais ça c'est vraiment pas très grave. Et donc après tous ces points négatifs, qui au final sont soit explicables, soit pas les plus graves qui soient, je peux passer aux nombreux points positifs. Déjà la trilogie War for Cybertron est un reboot des Generations, un reboot quasiment complet. À part quelques équipes qui ont commencé plus tôt et qui ont fini dans Siege, je pense notamment au duo des Duocons, quasiment tous les personnages qui sont sortis dans la trilogie War for Cybertron avaient déjà été faits plus tôt. À part donc les Beast Wars Kingdom qui sont la première fois que les équipes complètes, ou quasiment complètes, ressortent. Mais un reboot, c'est bien, surtout pour les points positifs qu'on verra après.
Ça permet à tous les collectionneurs qui sont arrivés après le début des Classics d'avoir enfin des personnages qui ne sont pas ressortis depuis, des personnages qui devaient être très difficiles à avoir, je pense notamment encore une fois à Ratchet et donc aussi à Ironhide, qui n'avaient pas eu de bonne version vraiment, qui n'avaient, oui, jamais eu de bonne version, et qui maintenant ont des versions qui ne sont certes pas parfaites, aucune des deux, mais qui sont bien meilleures. Alors certains peuvent se plaindre, les collectionneurs les plus vieux par exemple, peuvent se plaindre qu'un reboot peut faire racheter des trucs qu'on a déjà. Mais là ça permet justement à tous les nouveaux collectionneurs qui ne sont pas là depuis 15 ans d'avoir des figurines de personnages qui ne sont pas sortis. Et il y a également Reflector qui n'avait jamais été fait de cette façon-là, qui est sorti en Siege et qui donne vraiment très bien. Et en plus, on a des figurines plus proches que jamais des médias d'origine. Pour du mainline, on a abandonné la réinvention. Il y en a eu dans Siege au niveau des modes alternatifs, mais c'est à peu près tout. Pour quasiment tous les personnages qui avaient besoin d'être refaits depuis leur version Siege, ils l'ont été. Il n'y a quasiment plus aucun Transformers de Siege qui a besoin d'une nouvelle version avec une version terrestre. Et c'est pour ça qu'on a quasiment tous les personnages qui sont sortis dans la trilogie of War Cybertron, qui sont plus proches que n'importe quelle autre version de leur média d'origine. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a jamais eu. En plus, nous avons une échelle constante. Une échelle qui, certes, sépare les Géants et les Beast Wars, mais qui permet d'avoir comme ça deux collections qui sont à l'échelle entre elles, par rapport aux médias toujours, et qui donnent très bien avec un style relativement cohérent. Mais le plus gros point, c'est donc l'échelle qui n'avait jamais cherché à être respectée dans d'autres gammes. Ce sont peut-être des points qui n'intéressent pas tout le monde, et je dois dire que je suis aussi parfois un petit peu réticent quant à l'échelle officielle, notamment pour Astro Train que je vois nettement plus grand. Mais c'est pas grave, parce que pour Astro Train, de façon personnelle, j'ai déjà une alternative que je convoite. Mais pour tous ceux qui cherchent à avoir quelque chose qui ressemble au cartoon, qui ressemble au dessin animé, aux jouets à la limite pour certaines versions, vous allez y trouver votre compte, et avec une échelle qui rend bien. Un autre point positif que j'espère beaucoup auront apprécié, c'est l'augmentation significative des articulations. Jamais les gammes de Transformers n'ont été aussi articulées en moyenne. Sur les 3 gammes, il n'y a eu qu'un seul mold de Deluxe et un seul mold de Voyager, respectivement Black Arachnia Kingdom et Apeface Siege, qui n'ont pas eu d'articulation au bassin. À part certains qui ont des proportions un petit peu bizarres, je pense notamment à Paleotrex, tous ont des mouvements au niveau des chevilles. Et suivant la classe de la figurine, lorsqu'il n'y a pas de transformation au niveau des mains, les poignets sont articulés en plus. Combinez ça avec un respect de l'œuvre originale et une échelle constante, et vous aurez des figurines qui sont parmi les meilleures qu'on ait jamais eues. Alors certes, les prix ont augmenté depuis quelques temps, même si j'ai pu trouver quelques Kingdom de luxe pour moins de 18 €. Mais ça reste des prix que je trouve abordables pour des figurines entièrement transformables et très bien articulées, avec des détails qui en général sont très bons. Avec la trilogie of War Cybertron, j'ai l'impression que Hasbro s'est vraiment tourné vers des figurines de collection, a abandonné un petit peu le principe de jouer, même s'il veut toujours vendre à des enfants, et essaie de faire des figurines qui sont plus complexes, qui sont plus travaillées, plus poussées, et qui vont plaire à un public beaucoup plus vieux en moyenne. C'est peut-être pour essayer de renouer avec toutes ces personnes qui sont parties vers les third parties, ce qui est un départ que je peux comprendre maintenant que je commence à en avoir quelques-uns. Mais c'était un pari que Hasbro a apparemment réussi étant donné qu'il continue sur ce point. Les articulations sont quasiment tout le temps toujours aussi bonnes, l'échelle est toujours respectée et les transformations sont en général agréables, simples, mais bien pensées. Pour un autre point positif un peu différent, je pourrais dire qu'il y a eu une augmentation assez importante du nombre de fembots faits en jouets. Avant Siege, il n'y avait eu que quelques fembots, il y avait eu une Arcee, une Chromia, il y avait eu Elita qui avait été faite peut-être 1 ou 2 fois, mais maintenant il y en a de plus en plus. Rien qu'avec Kingdom, il y avait au moins une fembot par vague, ce qui est déjà assez impressionnant. Et ils essaient de continuer ça, et c'est très bien, c'est une très très bonne chose. La gamme a mis quasiment 30 ans à avoir ses premières fembots G1 en jouet. Même s'il y avait eu quelques autres fembots, des fembots dans Beast Wars par exemple, elles étaient quand même très rares. Maintenant il y en a encore plus, et je trouve que c'est très très bien. Ensuite, pour contrebalancer le fait qu'il y ait de très nombreux exclusifs et quelques personnages difficiles à avoir, les personnages obscurs sont comparativement plus faciles à avoir qu'avant. Fini les exclusifs de convention qu'on pouvait avoir qu'en allant 2 jours aux États-Unis. Maintenant, il suffit de chercher dans quelques exclusifs qui peuvent être vendus sur 1 ou 2 sites, et on peut avoir des personnages qu'on n'aura jamais vus ailleurs, dont quelques personnages qui n'ont pas eu de jouets depuis 35 ans. Les Power Dashers qui sont sortis dans Siege en repaint des Weaponizers sont un très bon exemple de ça. C'est le genre de personnages auxquels on n'aurait jamais pensé, mais Hasbro les a fait et c'est vraiment bien. Et en plus, ils étaient
pas trop difficiles à avoir. Bon, c'est vrai que je cherche toujours Chromar et j'aimerais bien le trouver un jour, mais sinon, ils étaient pas exclusifs à un set dans une convention à 200 $. Il y a aussi le fait que certains sites en France nous permettent d'avoir des exclusifs beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années, et forcément, ça rend la collection plus simple à faire. On a également un ajout de fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple les effets de tir. Bon, maintenant, ça a l'air d'être un petit peu abandonné, beaucoup de Studio Series 86 ne sont pas compatibles avec les effets de tir. Mais c'était une très bonne idée. Rajouter des effets de tir avec quelques figurines permettait d'agrémenter les poses qu'on pouvait leur faire. Ça permettait d'avoir de véritables playsets. Et je trouve que c'était une très bonne idée. C'était quelque chose qui permettait d'unifier un petit peu la gamme et d'avoir quelque chose de plus large. Malheureusement donc, c'est un petit peu abandonné. Et on a également comme fonctionnalité la fonctionnalité de détruire ces robots. Les weaponiseurs, les modulateurs et les fossiliseurs ont la particularité de tous devoir se démonter pour passer d'un mode à l'autre. Et avec ça, ils peuvent former des bases, ils peuvent former des armes, ils peuvent former aussi des armures, ils peuvent se combiner entre eux, et ça a permis de voir un niveau de créativité qu'on n'avait jamais vu avec les Transformers avant. Certains aiment la trilogie War for Cybertron seulement pour ces quelques deluxe-là, et je trouve que c'est vraiment bien, c'est tellement intéressant de voir ce que les gens sont capables de faire avec quelques pièces d'un robot. Ça offre des opportunités qu'on n'avait jamais eues avant. Et rien que pour ça, c'est toujours une bonne chose. Et ensuite, on a aussi une apparition de classe, ce qui peut être un point positif un petit peu moins grand que ce dont j'ai déjà parlé, mais qui était déjà pas mal. Le retour des Micromasters, par exemple, a permis notamment d'avoir les cassettes. Les cassettes de Soundwave, bon, pour le moment, quasiment aucune de Blaster, mais donc des cassettes qui n'avaient quasiment jamais été refaites de façon simple avant. On a aussi eu l'ajout des Battlemaster pour faire intervenir justement les effets de tir et le fait que Siege se passait en plein milieu de la guerre. Siege est d'ailleurs l'une des rares fois où la guerre était réellement au centre de l'histoire, avec des choses qui étaient faites spécialement pour ça. Il n'y a qu'à voir les effets de salissure sur la plupart des Siege. Tout l'aspect de gamme cohérente avec une histoire qui soutenait tout ça était très exploité dans Siege et c'est quelque chose qui était très bien. Et enfin nous avons les Commanders, bizarrement la seule classe de Siege qui reste encore utilisée aujourd'hui, qui permet une meilleure continuité des formats et des prix dans les gammes. Plutôt que d'avoir soit un leader class à une cinquantaine, soixantaine d'euros, soit un titan à 150 €, même si maintenant c'est plus cher, j'en conviens, on peut avoir maintenant une figurine à une centaine d'euros. Soit plus grande, soit plus complexe, avec plus de fonctionnalités. Des personnages qui étaient censés être grands, mais qui n'avaient pas pu être représentés de cette taille-là avant, notamment Jetfire, dont la précédente version datait de 2014 et n'était pas assez grande pour les autres Generations. Ça nous a également permis d'avoir un excellent Skylynx. Et pareil au niveau des titans, on a eu évidemment l'ajout d'articulation qui nous a permis d'avoir un Omega Suprême et un Scorponok qui sont très posables pour leur taille. Et avec tout ça, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la trilogie War for Cybertron. Je trouve que c'est un excellent reboot de la franchise. Ça a permis à beaucoup d'avoir une collection complète, moi y compris, et une collection cohérente entre elles, même si, comme j'ai dit, avoir quelques Studio Series à côté de Siege, ça ne passe pas toujours. Mais voilà, la simplicité globale des figurines, avec une transformation qui toujours se fait simplement, tout ça, ça donne envie de manipuler les War for Cybertron. Que ce soit les Siege, les Earthrise ou les Kingdom. Et je n'ai même pas parlé du retour des Beast Wars, quelque chose qui était attendu depuis tellement longtemps. Ça faisait au moins 5 ans peut-être que Hasbro disait parfois peut-être faire des Beast Wars, que les fans les réclamaient de plus en plus. Et maintenant on les a. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas voir tout de suite. Ou quelque chose à côté duquel j'aurais pu passer si ça avait été fait il y a une dizaine d'années. Donc franchement la trilogie War for Cybertron est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la franchise depuis que je collectionne. Et j'espère que ça aurait été votre ressenti aussi. Ça m'a permis d'avoir des personnages que je voulais depuis très longtemps, ça m'a permis de compléter de nombreuses équipes, et je ne peux qu'attendre la suite. Si vous avez des points négatifs ou des points positifs à rajouter à cette liste, n'hésitez pas. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez pensé de votre côté de la trilogie par rapport à tout ce qu'elle a pu apporter et tout ce qu'elle a pu réaliser. Merci donc à vous d'avoir regardé cette vidéo et je le répète, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette trilogie. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter de tout ça avec le fandom. Faites un tour sur mon YouTube si vous avez envie de me soutenir et si vous le pouvez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idor, fin un jour, fin et salut.